Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce petit déjeuner Alliance Digitale consacré, vous l'avez compris ce matin, à la Supply Path Optimization dans l'univers de la publicité programmatique, SPO. Merci évidemment à Le Bon Coin pour nous accueillir ce matin. Dans quelques instants, vous allez découvrir la présentation du livre blanc sur l'exercice de la réconciliation financière présenté par Thomas Allemand de Jellyfish et Wai Nguyen de Groupe M, qui sont parmi nous ce matin, suivi d'une table ronde intitulée Transparence de la chaîne Quels défis et solutions, animée par Insaf Ben Messaoud de Le Bon Coin, en présence de Sylvain Travers de Viseur, Sébastien Benoît de Publicis Media, Thomas Mezrel de Média Figaro et Julien Lambe de Nestlé. Mais avant tout cela, je vous demande d'applaudir Arthur, directeur général d'Alliance Digitale, pour un mot d'introduction. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. À la limite, s'il y a quelqu'un qu'il faut applaudir, s'il y a des personnes qu'il faut applaudir ici, c'est des personnes qui ont travaillé sur ce magnifique livre blanc qui sont là. Voilà, je voulais les remercier parce que c'est un très très gros travail, et je voudrais remercier en règle générale tous ceux qui s'engagent dans les groupes de travail. Vous êtes tous les bienvenus, je le rappelle, les groupes de travail sont ouverts à tous nos membres, et pour nos membres, je suis là, on est là, on peut en discuter, il n'y a aucun problème, mais c'est grâce à ce travail qu'on fait vivre l'association. Donc encore une fois, merci à eux, et merci à tous ceux qui s'engagent, à tous ceux qui sont présents dans les groupes de travail, tous ceux qui apportent du contenu. Voilà, nous on est juste là pour le mettre en forme, le faire vivre et organiser des petits déjeuners. Voilà, c'est un peu notre métier, nous on organise des petits déjeuners. Voilà, je voulais juste vous parler de deux choses, quelques petits trucs importants. D'abord, juste pour l'actualité de l'association, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'association s'est agrandie, voilà, cet été. Nous accueillons au sein d'Alliance Digitale la DMA. Alors la DMA, c'est Digital Marketing, Data Marketing Association. Ouais, voilà, donc c'est plutôt un univers autour de la donnée. Voilà, vous aurez pas mal d'informations, on est en train de travailler, vous verrez, il y a pas mal de choses, on va travailler sur les enjeux de performance marketing, voilà, des enjeux autour de l'emailing, du SMS. Ça, c'est une première actualité importante. Deuxième, donc c'est une bonne nouvelle, l'Alliance s'agrandit, on va passer à 300 membres, vous êtes déjà 220, on va passer à 300 membres, donc ça devient quand même une association assez représentative, on va dire, de l'ensemble des enjeux du marketing digital sur le marché. Deuxième information importante, si vous appréciez les petits déjeuners au Bon Coin et avec des contenus riches et importants pour vous, on vous invite à vous inscrire au petit déjeuner Business Messaging conversationnel qui aura lieu la semaine prochaine, même lieu, même jour, même horaire. Voilà. Donc normalement, si vous êtes membre de l'association, vous avez tous reçu un email pour vous inviter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous n'êtes pas membre, vous avez peut-être même reçu un email, et en tout cas c'est sur notre page LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement, et on espère qu'il y aura autant de monde qu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel, d'ailleurs on n'a jamais eu autant de monde sur un petit déjeuner, donc il faut croire que les sujets techniques finalement intéressent beaucoup notre écosystème. Voilà. Autre événement à venir, on n'a pas encore fixé la date, mais je vous le dis pour information, on aura un petit déjeuner autour des enjeux de la programmatique TV. Voilà, donc je pense qu'on aura un peu de monde aussi sur ce sujet-là, peut-être par certains d'entre vous qui reviendront. Et puis, bien sûr, et ça c'est pareil, vous avez déjà dû recevoir l'information, ou si ce n'est pas le cas, regardez bien vos mails, le forum, le 5 décembre, forum de l'Alliance Digitale, toute la journée, avec des conférences, avec des ateliers, avec des masterclass qui sont ouvertes et gratuites pour nos membres, où on aura évidemment plusieurs formations autour de l'IA, du retail média, de la sustainability, du RCS, j'en oublie certainement, mais tout ça est dans le mail qu'on vous a envoyé. Inscrivez-vous vite, parce que c'est gratuit pour les membres jusqu'à une date butoir. Après, ce sera payant, donc voilà. Donc vous avez jusqu'à à peu près mi-octobre pour vous inscrire. Vous allez en recevoir encore des mails sur le forum, bien entendu. On a quand même pas mal de très beaux speakers qui vont venir. On a une vingtaine de marques qui vont prendre la parole sur tout un tas de sujets. Voilà, je vous invite à bien surveiller ça et à bien vous inscrire en amont. Voilà, je crois que c'est fini pour moi. Et je vais repasser la parole au maître de séance qui va vous accompagner tout au long de ce petit déjeuner. Voilà. Merci Arthur, on peut l'applaudir. Bon petit déjeuner. Merci. Merci Arthur pour ce mot d'introduction. Alors on en a effectivement pour parler de la SPO. Vous le savez, la chaîne publicitaire, elle est complexe. Certains disent même qu'elle est opaque.
Et on va rapidement appeler Thomas et Wai pour nous parler du livre blanc sur la réconciliation financière en programmatique pour une grosse trentaine de minutes. Bon, en attendant, du coup, j'introduis un petit peu le sujet. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous voir aussi nombreux, puisque, comme le disait très bien Arthur, on est sur un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas trivial, que certains pourraient même trouver un peu complexe, un peu technique. Et ça fait plaisir de voir qu'on fait ça le comble pour parler de ce beau sujet-là et vous présenter finalement ce qui est le fruit de beaucoup de travail avec tout le groupe, donc Supply Path Optimization et Transparence de l'Alliance Digitale, que l'on a le plaisir de leader avec OI à mes côtés. Et il y a plein d'autres personnes qui prennent part à ce groupe-là. Et donc, on voulait aujourd'hui vous présenter finalement ce livrable sur l'exercice de réconciliation financière. On va prendre le temps d'expliquer ce que c'est exactement. Et bien sûr, vous pourrez, à l'issue de la session, le télécharger, vous en emparer, l'utiliser, l'annoter, le griffonner, faire ce que vous voulez, faire des retours. On sera toujours extrêmement intéressé et heureux d'avoir vos retours sur ce livrable-là. Le but, c'est qu'il vive, c'est qu'il soit utile pour vous, puisqu'on l'a construit pour vous, pour les acheteurs médias, pour les acheteurs programmatiques. Donc c'est vraiment notre ambition de rendre ça le plus utile et de finalement diffuser un peu l'information et un peu de comment fonctionner sur cet écosystème de manière la plus efficace possible. L'ambition de ce livre blanc, finalement, c'est une ambition de tout le groupe de travail, c'est de proposer différents livrables, donc c'est le premier d'une longue série, on n'en doute pas, pour essayer d'amener un petit peu plus de maturité sur les sujets d'optimisation de la chaîne de valeur programmatique pour les acheteurs et pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, dans ce premier livrable, on vient essayer, comme une première étape, de donner une méthodologie qui soit la plus universelle possible pour faire des exercices de réconciliation financière, donc de comprendre aux deux extrémités de la chaîne, entre l'éditeur et le DSP de l'annonceur, s'il n'y a pas de déperdition de valeur. C'est vraiment comme ça qu'on a construit ce livre blanc. Et si on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur ce sujet, finalement, il y a une petite revue de presse qu'on a souhaité vous présenter, qui commence finalement, la date la plus ancienne, c'est cet article-là qui concerne Rubicon, qui est un SSP majeur qui a changé de nom depuis, qui en 2017, les éditeurs s'étaient rendus compte qu'en plus des frais SSP qui étaient prévus dans leur contrat, il y avait également des frais supplémentaires qu'ils n'avaient pas forcément prévus dans leur contrat. C'est un éditeur qui s'en est rendu compte en achetant ses propres inventaires. Il s'est rendu compte finalement, quand ce qu'il investissait, ce qu'il recevait, il y avait une déperdition de valeur. Et il s'est du coup rendu compte qu'il y avait des buy-side fees, donc des frais supplémentaires dans la chaîne de valeur qui n'étaient pas forcément identifiés. Ça avait donné lieu à quelques procès, choses comme ça, mais bref, ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, les choses n'existent plus sur cette problématique-là. Mais c'est vrai que ça avait commencé à éduquer l'écosystème sur un besoin d'avoir plus de transparence dans cette chaîne de valeur. Et si on va, l'écosystème a commencé à se structurer, à réfléchir à cette problématique, et un peu gros coup de tonnerre en mai 2020, lorsqu'il y a eu la publication d'un guide de l'ISBA, donc c'est l'équivalent de l'Union des marques côté UK. Donc c'était en mai 2020, en plein confinement, et il y a ce guide-là de l'ISBA qui vient expliquer que 15% des budgets des annonceurs s'évaporent dans la chaîne de valeur programmatique. C'est quand même problématique, 15% des budgets, ça, sur un marché à quelques centaines de millions de livres, ça fait quand même plus d'ailleurs, ça fait quand même, c'est un peu compliqué. Donc il y a un vrai sujet de traçabilité des investissements dans cette chaîne de valeur programmatique. Finalement, en France, il y a eu, via Nestlé, et je pense que Julien Lambe en parlera très bien lors de la table ronde juste après, qui a fait le même constat finalement, c'est que 13% de ces investissements en open auction on subissent le même sort et s'évaporent dans cette chaîne de valeur programmatique. On ne les retrouve pas quand on fait des exercices de réconciliation. Donc forcément, ça a amené aussi les éditeurs à se poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur des intermédiaires qui apportent vraiment de la valeur et peut-être réduire un petit peu le nombre d'intermédiaires qui sont impliqués dans cette chaîne de valeur programmatique. Et c'est tout l'enjeu du SPO. Si on zoome un petit peu et on se rapproche un peu d'aujourd'hui, finalement, on voit que la problématique, elle perdure. Il y a un rapport de l'ANA. Alors, l'ISBA, c'est l'Union des marques côté UK. L'ANA, c'est plutôt l'Union des annonceurs côté US. Donc, il y a eu un rapport en décembre l'année dernière qui montre de la même manière qu'il y a en open auction 25% de gâchis, 25% des investissements qui sont considérés comme du gâchis.
Dans ces 25%, en fait, c'est 11,3% qui sont diffusés sur des sites made for advertising. Vous savez, ces sapins de Noël qui ont un contenu très peu intéressant, mais qui sont là uniquement pour capter du trafic et générer des revenus publicitaires pour des éditeurs très peu legit. On connaît ces sujets assez bien sur le marché, malheureusement. Mais finalement, la plus grande part de ce waste, de ce gâchis, finalement, vient des inefficacités de l'écosystème AdTech, puisque c'est 13,6% sur les 25% qui viennent de ça. Donc c'est plus de 50% de l'inefficacité. On pourrait se dire, du coup, pour un annonceur, ça devrait être le sujet prioritaire numéro 1. De se dire, je vais le mettre en haut de ma roadmap et arrêter de perdre de l'argent. Et pourtant, on le verra peut-être après dans la table ronde, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on peut se poser la question de pourquoi. Alors, il y a forcément une analyse très multifactorielle de cet état de fait. Il y en a un que je trouve qui est assez intéressant. Alors, le titre peut faire très bullshit, mais qu'est-ce que le FOFO dans la programmatique supply chain? Vous connaissez tous le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Le FOFO, c'est le Fear of Finding Out, la peur de trouver quelque chose. Quand vous êtes CMO, je ne sais quoi, ou directeur acquisition chez annonceur et que ça fait des années que vous dépensez en programmatique, si vous vous rendez compte que depuis des années, vous dépensez des millions d'euros et qu'il y a 15% qui est perdu, c'est vrai que ça ne donne pas toujours envie d'aller creuser le sujet. Ça peut créer quelques biais cognitifs. Donc on peut imaginer que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles les annonceurs aujourd'hui ne sont pas encore totalement emparés du sujet. Et pourtant, ce qu'on voit, et c'est le dernier article qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y a quand même une structuration de l'écosystème. L'ISBA, toujours cette même interprofession côté annonceur, a sorti il y a quelques jours, là c'était il y a 3 semaines, des outils pour aider ses membres à faire des audits financiers sur la chaîne valeur programmatique. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est exactement ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous donner des outils pour pouvoir plus simplement comprendre comment l'argent est diffusé ou bien ou mal sur la chaîne valeur programmatique pour pouvoir encourager les comportements vertueux et plutôt sanctionner ceux qui le sont un petit peu moins. Alors, si on parle supply path optimization, il faut un moment quand même qu'on définisse un peu le propos et pourquoi est-ce que ce sujet est arrivé sur le devant de la scène. Et pour ça, on n'a pas le choix, il faut revenir à la genèse de ce qui est notre beau marché qui nous réunit ce matin, c'est le programmatique. Et on a vraiment poussé ça, le curseur assez loin. On se dit, voilà, le programmatique, ça apparaît avec l'apparition des ad exchange, des places de marché. On appelait ça du RTB à l'époque. C'est des dates US qui sont ici, puisque c'est quand même un marché très US à la base avant de se diffuser ailleurs dans le monde et en France. Et donc finalement, il y a un peu un triptyque innovation qui amène à des impacts pour les éditeurs, pour les annonceurs, qui amène à des challenges, qui amène à un nouveau cycle d'innovation, etc., etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dès 2007, apparition des premières places de marché, c'est incroyable parce que ça permet aux éditeurs qui ne vendaient pas tous leurs inventaires en gré à gré de vendre les invendus, c'est magnifique. Le problème, c'est que pas de concurrence entre les campagnes vendues via un ad server en gré à gré et les impressions vendues par un SSP en programmatique, c'est très cloisonné. Donc, cycle d'innovation, c'est apparition de yield holistique, donc des solutions technologiques qui permettent de mettre en concurrence, impression par impression, les revenus d'une impression entre le programmatique et le gré à gré. Magnifique. Premiumisation, ça permet la premiumisation du programmatique puisqu'il n'est plus limité à la vente d'un vendu. Mais le problème, c'est qu'on avait à ce moment-là, et peut-être c'est parfois un peu encore le cas, une forme d'hégémonie de Google, notamment aux US, à la fois sur la partie ad server et sur la partie SSP. Et finalement, son ad server DFP était quand même très bien connecté à son SSP ADEX. Et ça a empêché certains autres SSP de pouvoir finalement correctement enchérir et pouvoir diffuser des campagnes, être le tuyau utilisé par DFP pour pouvoir récupérer des impressions. Et ça a amené à un cycle d'innovation qui est l'apparition du header bidding, donc le fait qu'il y ait des appels dans le header de la page qui se fassent à différents SSP pour venir informer au moment où l'ad server est chargé sur la page les différents l'ad server et qui est donc une mise en concurrence et donc une parallélisation des enchères pour permettre d'avoir une plus forte densité d'enchères pour une seule impression qui est vendue. Et donc là, on commence à mettre le doigt dans ce sujet-là qui est plutôt intéressant, de se dire que ça vient créer de la friction concurrentielle à Google, ça vient créer des opportunités de meilleure monétisation pour les éditeurs, mais le challenge que ça crée, c'est que petit à petit, ça commence à, pour une seule impression, avoir plusieurs moyens d'accéder, plusieurs SSP pour accéder à une impression, et donc forcément, ça commence à démultiplier les chemins d'accès. Et encore, alors c'est là d'ailleurs en 2016, ça ne voit pas forcément si vous êtes au fond de la salle, mais c'est là qu'apparaît le terme de supply path optimization dans le blog de Brian O'Kelly, le god de la tech, qui avait été le CTO de Right Media, la première place de marché. Notre Bible à tous. Exactement. Qui a été après le fondateur de AppNexus, qui a maintenant fondé Scope 3, etc., qui a parlé de supply path optimization dans son blog.
dès 2016. Et ce qu'on voit, c'est finalement, tout ce système de header bidding s'est complexifié, c'est développé avec le développement du système d'orchestration, de médiation server-side, qui ont amené à encore plus de parallélisation des enchères, donc plus de concurrence de certaine manière, mais également beaucoup plus de chemins d'accès. Et donc ça fait que ça vient finalement créer beaucoup de complexité sur le marché, puisque pour une impression, on a finalement énormément de chemins d'accès pour accéder à une seule impression. Et donc ça veut dire que pour nous, côté acheteur, il faut être capable de choisir les chemins d'accès. Et le SPO, c'est uniquement ça, c'est une stratégie d'achat média qui nous permet, à nous en tant qu'acheteurs, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais moi je travaille chez Jellyfish, on est agence digitale, etc. Donc on achète du programmatique. Et donc ça nous permet finalement d'identifier les chemins d'accès qui soient les plus efficaces pour essayer de les prioriser et de déprioriser les moins efficaces. Qu'est-ce qu'un chemin d'accès efficace? C'est qu'il est économique, il est transparent, ça c'est important. Il est direct. On imagine bien que s'il y a plusieurs acteurs impliqués dans la revente d'une impression, c'est rarement des acteurs qui sont des associations à but non lucratif, donc ils prennent une partie de la valeur. Et donc, du coup, ils vont peut-être gréver l'économie, enfin, en tout cas, les prix qui peuvent être pratiqués. Il faut que ce soit des chemins qui soient volumiques, évidemment, qui n'émettent pas trop de carbone, donc qui soient écologiques, même si le terme est peut-être un peu réducteur ici. Et le SPO, du coup, est très lié à cette notion de transparence. On est sur un marché, et sur tout marché d'ailleurs, si on veut avoir une bonne liquidité et une capacité à ce que le prix permette de croiser une courbe de demande et d'offre, les principes de base d'un marché, je ne vais pas retomber sur les principes de microéconomie, de concurrence pleine et parfaite, mais la transparence, quand on travaille sur un marché, est un sujet absolument critique pour avoir un marché qui soit bien fonctionnel. Et donc, du coup, cette transparence, elle demande que tous les acteurs et l'ensemble des participants disposent d'une information qui soit complète, véridique et claire. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de s'assurer, nous, en tant qu'interprofession, en tant qu'acheteur, qu'on ait les bonnes informations quand on achète. Et donc, on s'assure que cette information soit aussi claire, complète et véridique, à la fois sur les données financières, mais également sur ce qu'on achète exactement, parce que si on pense acheter un pré-roll et que c'est une vidéo, une banner, ça pose un problème de prix. Donc on a vraiment besoin d'avoir les deux, et c'est des choses qui arrivent malheureusement, même encore de nos jours. Donc on a besoin d'avoir vraiment les deux pour s'assurer d'avoir un marché vraiment transparent. Bon, on va rentrer dans le dur. L'idée, finalement, c'est de vous présenter un peu le concept de chaîne programmatique. Car c'est difficile de concevoir une stratégie SPO ou même un exercice de réconciliation si on ne connaît pas finalement tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la chaîne. Donc leur rôle finalement. Ça marche. Donc, finalement, ce qu'on a essayé de faire avec le groupe, c'est de schématiser les différents acteurs dans la chaîne programmatique. Comme l'a évoqué Thomas tout à l'heure, le header bidding a amené une démultiplication de routes et aussi une surintermédiation potentielle de la chaîne, qui va aussi avec une opacification de l'information dans certains cas. Donc, techniquement, finalement, il y a deux chiffres importants que vous pouvez retrouver sur sellers.guide, qui scanne l'ensemble des sites Internet. C'est les deux suivants. 438, c'est le nombre de routes déclarées par les éditeurs. Ça ne veut pas dire que systématiquement, toutes ces routes vont être appelées pour chaque opportunité publicitaire, mais ça donne un bon indicateur du nombre de voies d'accès à l'inventaire d'un éditeur, en moyenne. Et 73%, c'est justement le chiffre, il correspond au nombre de routes qui appartiennent à des revendeurs, donc des intermédiaires. Le chiffre de 438, finalement, on se rend compte aussi qu'il a beaucoup augmenté depuis 2021. On parle de 71% d'augmentation du nombre de routes versus 2021. Mais on voit aussi, depuis cette année, pas mal des éditeurs comme Le Figaro, Le Point, je crois, avait fait ça aussi, Prisma, qui tentent de justement diminuer ce nombre de lignes. Et visiblement, pas forcément trop d'impact sur le revenu. Donc il y a quand même, en France en tout cas, une mouvance qui va dans le bon sens sur la limitation du nombre de voies d'accès à l'inventaire. Donc, on a catégorisé les différentes routes en trois grandes familles. Donc des chemins courts, directs, des chemins longs et des chemins des intermédiaires. Finalement, l'appartenance à chacune de ces typologies de routes dépend du nombre d'intermédiaires et donc de serveurs qui sont compris dans ces routes d'accès à l'inventaire. Donc là, pour schématiser, acheter une impression, toutes ces routes, ces typologies de routes sont possibles. Donc elles appartiennent, enfin les 438 routes dont on parlait en moyenne tout à l'heure, seront nécessairement une de ces routes, une de ces typologies de routes.
Donc les chemins courts directs, c'est finalement le schéma qu'on a tous fait dans les années 2012-2013 du DSP, le SSP, l'éditeur. Donc un intermédiaire qui est le SSP qui fait le travail de passer l'information de l'éditeur au système d'achat d'une opportunité publicitaire. Donc ça, c'est le cas finalement numéro 1, ce qu'on appelle un SSP direct. Potentiel cas, finalement, une intégration directe chez l'éditeur, donc un seul SSP toujours, mais finalement qui ne donne pas le même niveau de transparence sur les informations, que ce soit l'advertiser, le montant brut, les taux de commission. Donc finalement, ce qu'on dit là, c'est que ce n'est pas parce qu'une voie est courte qu'elle est nécessairement transparente. Il y a 2 cas possibles dans cette catégorie. Les chemins longs, c'est finalement ceux dans lesquels on aura 2 ou plus d'intermédiaires. Donc des SSP, puisqu'en fait ils sont nécessaires pour passer l'information aux plateformes d'achat, mais aussi des revendeurs. Donc plusieurs cas possibles, des cas qu'on trouve à gauche comme à droite, c'est des cas où il y a ce qu'on appelle des multi-hops, donc des rebonds d'un serveur à un autre. Il faut quand même partir du principe qu'un rebond d'un serveur à un autre, ça veut dire un intermédiaire à un autre, et donc des coûts supplémentaires, puisque chaque intervenant va prendre une part de la valeur dans la chaîne. Donc cas numéro 3, c'est le concept de multi-SSP. Donc un SSP va en appeler un autre. Donc là, effectivement, double peine pour l'acheteur, double prix, double commission. Et à gauche, finalement, c'est des cas qui sont plutôt liés à ce qu'on appelle des revendeurs, des resellers. Finalement, chez l'éditeur, c'est ce reseller qui sera intégré et qui sera mis en compétition versus d'autres sources de demande, des SSP ou autres, et lui-même va appeler des SSP pour interroger les plateformes d'achat. Donc dans ces cas-là, on peut avoir un appel SSP, voire plus. C'est des choses qui sont quand même beaucoup, que tu retrouves sur la plupart, très 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 grande majorité des sites. Et le dernier cas, c'est ce qu'on a catégorisé comme des chemins désintermédiés. Là, finalement, les grosses plateformes d'achat vont chacune avoir des propositions un peu différentes. Amazon, par exemple, a Amazon Publisher Direct, c'est ça toujours, donc qui permet d'accéder à l'inventaire des éditeurs sans l'intervention d'un SSP. TTD, avec Direct Pass Devisor, OpenPass comme Prisma, donc permettent d'accéder à cet inventaire toujours sans intermédiaire SSP, ou même Xandr, d'un point de vue, puisqu'en fait il est SSP et DSP. Donc dans ce cas-là, effectivement, la proposition est un peu la même. Pas d'SSP finalement, puisqu'il fait office des deux. Donc réduction de coûts entre les extrémités de la chaîne. C'est clair pour tout le monde? Sinon on peut reprendre. Donc là, on a essayé de vous mapper un petit peu, schématiser ce qu'on vient de se dire finalement, et de corréler le nombre d'intermédiaires aux justement frais de chaîne que vous pouvez avoir. Naturellement, et quand même, comme il m'a admis, que plus le nombre d'intermédiaires va être élevé, plus les commissions vont augmenter. C'est normal, tu as deux plateformes entre toi et l'éditeur et l'acheteur, donc double prise de commission. Donc en haut à droite, finalement, on aura les types de routes les plus intermédiaires et celles qui seront sujets à plus de fees. Au milieu, finalement, on retrouve ce qu'on a appelé les chemins directs. Donc, des chemins, pour certains et la plupart des SSP, vont permettre une réconciliation financière. C'est des exercices qu'on a fait, Nestlé, Jelly comme nous, comme Publicis aussi, comme plein de gens. Et en bas à gauche, finalement, les routes des intermédiaires sont beaucoup moins sujettes à ce type de frais, puisque souvent, dans ces cas-là, c'est des appels qui sont faits directement du navigateur et qui ne génèrent finalement pas de coût. On n'a pas de coût serveur nécessaire, donc très très peu de frais et zéro intermédiaire finalement. Alors on pourrait se dire, du coup, de ce qu'on voit, c'est ces problématiques-là de SPO, c'est une problématique de l'open auction, parce que forcément, quand on est sur l'open auction, c'est là qu'on a les chemins potentiellement les plus longs et donc les plus difficiles à tracer, et donc finalement, peut-être qu'une des manières de résoudre les problématiques de SPO, elle est très simple, c'est de passer par des deal ID. Et nous, on voulait vraiment quand même faire le petit focus pour répondre à cette question. Est-ce que faire du deal ID, c'est faire du SPO? Et très clairement, en fait, la réponse est non, puisque si on passe par des deals, alors forcément, c'est sûr qu'on rend ces investissements en grande masse plus traçables, puisque avec un deal, on a un chemin d'accès unique, on a un token, un deal ID, etc., qui permet de plus facilement réconcilier.
Pour autant, est-ce qu'on a fini l'exercice? Pas forcément. Parce que si le deal est créé par un éditeur lui-même, ce qu'on a constaté dans les analyses qu'on a pu faire chez Jellyfish, et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait, c'est que dans certains cas, on a du multi-op reselling, donc plusieurs acteurs impliqués dans la vente d'une impression, même en deal. Donc c'est pas parce qu'on fait du deal ID qu'il n'y a pas deux SSP impliqués dans la vente de l'impression. Et c'est pas forcément transparent pour l'éditeur. Ça peut arriver. Et c'est pas marginal, hein, ça arrive. C'est pas que ça peut arriver, ça arrive. Et alors bien sûr, si le deal est créé par un reseller, on sait combien d'investissements on flèche chez le reseller. Par contre, on n'a aucune idée de combien le reseller va redistribuer à l'éditeur. Donc dans ce cas-là, forcément, la traçabilité n'est pas franchement au rendez-vous. Donc ça veut bien dire que l'utilisation de Deal ID n'assure pas un achat qui soit, quand on est sur un deal créé par un publisher, un achat qui soit direct, même si c'est quand même en grande masse mieux. Hein. Je ne veux pas non plus dire que les deals, c'est pas bien. En grande masse, c'est quand même un peu plus court comme chemin, c'est même certainement beaucoup plus court comme chemin qu'en open, mais ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas de multi-reselling. Et quand on fait des deals avec des resellers, c'est pas pour ça qu'on veut bien rémunérer l'éditeur. Hein. C'est peut-être les resellers qui se rémunèrent bien et l'éditeur ne voit pas grand-chose de l'argent qu'on investit chez ce reseller. On voulait quand même le préciser, même si c'est peut-être une évidence. Bon, on va là commencer à rentrer un peu dans la méthodologie et dans l'exercice de réconciliation, puisque c'est un peu tout le point de notre présentation. Petit parti pris, en fait, c'est plutôt précision. Le tutoriel finalement qu'on fournit à travers ce livre blanc, il se focalise beaucoup plus sur les types de routes les plus courtes, donc les routes des intermédiaires et les routes directes avec un seul SSP qui veut bien partager la donnée. Mais effectivement, l'exercice n'est pas impossible sur des routes plus longues, mais il va falloir persuader plus de gens de le faire. Donc là, finalement, l'exercice c'était de vous donner une idée de la structure d'un euro investi côté buy side. Le nombre de points le nombre de typologies de frais va dépendre finalement de comment tu achètes. Donc, en premier lieu, tu auras ton fee DSP. C'est un peu normal, c'est ta plateforme d'achat qui va finalement appliquer son fee. Ton deuxième coût, finalement, ce sera potentiellement tout ce que tu ne seras pas capable de réconcilier, ce qu'on appelle l'unknown delta ou le non attribuable. C'est effectivement les 15% ou 13%, 15% dont parlait l'ISBA en 2020. Ensuite, potentiellement, et en fonction des routes qu'on va prendre, la commission revendeur va s'appliquer. Elle peut être très variable. C'est pour ça qu'on ne vous a pas mis de chiffres, parce que ça peut partir bas, comme ça peut partir potentiellement très haut. Personne ne sait, sauf les revendeurs. Ensuite, les commissions SSP, qui elles aussi pourront varier d'une plateforme à une autre. Leur business model aussi peut varier, dynamique ou fixe, mais on estime qu'en général, on est entre 10 et 20%. C'est la moyenne globale. Et ensuite, le dernier coût potentiel que tu peux avoir va être lié au système d'orchestration qui va être via lequel tu vas acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux acheter cette même impression via un même SSP via Prebid, JS, via Google Open Bidding, via TAM et autres. Et finalement, certaines de ces plateformes appliquent un coût supplémentaire qui peut varier entre 2 et 10%. Et le reste, ça va chez l'éditeur. Donc il y a quand même pas mal de coûts qui sont pris dans cette chaîne. Donc l'exercice de réconciliation, qu'on soit clair, finalement, on va beaucoup se focuser sur deux chiffres qui sont très importants. Le premier, ça va être le working media, donc le taux de rétribution éditeur. Finalement, c'est la part de l'euro que tu as investi qui va aller dans la poche de l'éditeur, donc du producteur de contenu. Et le deuxième taux qui intéresse beaucoup, c'est l'unknown delta, donc ce que tu n'as pas réussi à lier entre les revenus éditeurs et ce que tu as dépensé. Donc, certains vont dire, plusieurs hypothèses, tu n'as pas réussi d'un point de vue technique à lier le tout, mais potentiellement, ça pourrait être aussi de l'argent qui s'évapore de la nature, donc un pure waste pour l'éditeur comme l'annonceur, puisque ça finance ni la perf, ni les éditeurs. Donc, les principales métriques. Finalement, dans un exercice de réconciliation, on se base principalement sur 5 dimensions. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Des dimensions qui vont venir des systèmes d'achat, des dimensions qui vont venir des systèmes plutôt sell-side, donc les SSP. Donc, d'un côté, on sera plutôt sur des volumes de diffusion et de l'autre côté, des données financières. Donc, sur ce schéma, en bleu à gauche, c'est les données qui proviennent finalement des systèmes d'achat, DV, TTD, Hawk, Microsoft, Co. Et à droite, c'est les données qui sont plus
le plus souvent récupérés directement par les éditeurs sur ces mêmes volumes qui voient de leur côté les revenus bruts et nets. Donc à partir de ces 5 dimensions, impression éditeur, impression DSP, budget net dépensé, brut éditeur, net éditeur, on va en sortir finalement 5 chiffres. Le premier, c'est le taux de réconciliation des impressions. Ça va être le rapport entre les impressions servies et les impressions qui ont été délivrées. Ça va te donner finalement un bon indicateur de la pertinence et l'efficacité de ta réconciliation. Si tu es à 100%, tu peux partir du principe qu'effectivement tes chiffres ils sont assez solides. Si tu es à 50%, tu dis il y a un énorme bug dans l'histoire. Le deuxième, ça va être le taux de réconciliation financière, donc le brut éditeur sur le net dépensé. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc ça va te donner finalement le chiffre, le taux de réconciliation financier. Et qui va aussi te donner finalement l'unknown delta. C'est-à-dire que si tu as 95% de taux de réconciliation financier, ça veut dire que tu as 5%, tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Et c'est ça finalement, ce chiffre qui va beaucoup nous intéresser en analysant chacune des routes d'accès à l'inventaire. Le troisième, c'est le working media. Le working media. Du coup, net revenu éditeur sur le dépensé, donc c'est le taux de rétribution. Et le dernier, les frais de chaîne. Donc finalement, tu vas prendre en considération tous les coûts qui ont été appliqués, l'unknown delta, le FI SSP, le FI SSP dans notre cas. Donc, pour lier les données, finalement faire un exercice de réconciliation financier entre les extrémités de la chaîne, il faut que tu aies ce qu'on appelle un ID pivot. Ça marche pour n'importe quelle analyse que tu vas faire. En buy side, on a la même. Finalement, quand tu lis avec les données de système tiers, IAS versus ton DSP, il faut que tu trouves un point commun, une clé commune entre tes différentes sources de données. Et finalement, cette clé commune que tu vas avoir, ça va être ton seller ID et ton SSP. Ton SSP parce que tu vas essayer de tracer par route, et ton seller ID pour t'assurer que tu es bien sur une route spécifique d'un éditeur. C'est-à-dire que chaque seller ID est propre à chaque éditeur par SSP. Je ne sais pas si c'était super clair ça. On verra. Vous pouvez poser des questions si vous voulez, si ce n'est pas clair. N'hésitez pas. Alors, nous, ce qu'on a fait sur ce livre blanc, qui se veut extrêmement opérationnel, c'est-à-dire que là, on présente les slides les plus inspirationnels, si je peux le dire comme ça. Mais il y a beaucoup des slides qu'on n'a pas mises là, parce que ce serait quand même pas très passionnant à regarder, mais qui sont vraiment du comment est-ce qu'on va concrètement, et j'ai presque envie de dire un how-to, construire ces datasets pour pouvoir faire ces exercices de réconciliation financière. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a construit ça pour les principaux DSP du marché, que ce soit ADV, TTD, Microsoft, Powered by Xander, je crois qu'il faut dire comme ça, si je ne me plante pas, et également Hawk. Et on a essayé, par exemple, ici, pour vous montrer, de donner une principale correspondance des différentes métriques. Donc ça, vous retrouvez dans le livre blanc. Et on a après donné vraiment des grilles de lecture de comment sortir ces données-là dans les différents différents DSP pour pouvoir faire ces exercices-là. Et après, quelles sont les métriques qu'il faut absolument sortir pour faire l'exercice de réconciliation financière. Quels sont les nice to have qui permettront d'aller plus loin si on voit qu'il y a un problème, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment essayé, on n'en prend pas toutes les slides ici, vous pouvez le lire par vous-même et voir un peu comment on a décomposé les différentes métriques pour pouvoir faire ce type d'exercice. Le but ici, c'était aussi de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut interpréter les données. Une fois qu'on a fait, donc on a envoyé ces données à l'éditeur, il a fait le matching avec ces données à lui, et finalement, comment est-ce qu'on interprète les retours. Il y a 3 cas de figure qui sont assez simples. Il y en a un premier où on va réconcilier à 100% les impressions, c'est merveilleux, mais également les budgets entre ce qui part du DSP, et donc moins les frais tech du DSP évidemment, et ce qui arrive chez l'éditeur en rajoutant ces SSP fees. Si on match à 100%, c'est-à-dire que là, c'est le premier cas ici, il n'y a pas de souci, tout est vert, il n'y a pas de problème de déperdition de valeur dans la chaîne de valeur programmatique. Deuxième cas qui est du coup le worst case scénario, c'est qu'on a bien réconcilié ces impressions, donc on sait qu'on n'a pas de problème de comptage et de réconciliation des impressions. Pour autant, on ne réconcilie pas les budgets entre ce qui part du DSP et ce qui arrive chez l'éditeur. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a un prélèvement de valeur sur la chaîne de valeur programmatique, et donc là, il faut investiguer, il y a un sujet. Et c'est là où les métriques qu'on a qualifiées comme nice to have permettront d'aller plus loin pour essayer d'identifier d'où pourrait venir cette fuite de budget dans cette chaîne de valeur programmatique. Et le troisième cas de figure, qui est celui finalement un peu entre les deux, c'est que ça arrive souvent quand on fait des exercices,
c'est qu'on va réconcilier les impressions, mais pas totalement. On va avoir des écarts entre ce que l'on envoie comme impression et ce que va retrouver l'éditeur. Et des écarts qui sont proportionnels aux écarts budgétaires. Dans ce cas-là, on sait juste qu'on a une problématique de réconciliation. Et dans ce cas-là, du coup, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. On ne pourra pas vraiment conclure sur une potentielle déperdition de valeur. Ouais, moi. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture de chacun des screenshots. L'idée, c'était plutôt de vous montrer l'approche qu'on a eue. Dans le livre blanc, c'était vraiment d'accompagner les acheteurs, les annonceurs qui souhaitent rentrer dans ce type d'exercice avec un step-by-step. Donc, dans les plateformes, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois aller chercher comme dimension, comme métrique? Donc, on a fait ça pour les principales plateformes que sont DV, TTD, Microsoft et Hawk. Parce qu'en vrai, on aurait pu en faire plus, mais on partait du principe que c'était les plus utilisés. Donc, step by step, tu vas chercher ton report. Donc, purement step by step. C'est assez simple, finalement, de récupérer la donnée dans les différents systèmes. Mais le point, c'est juste de trouver où est-ce que tu vas récupérer chacune de ces dimensions. Mais c'est un exercice à ce stade qui reste assez simple. Tant que tu es capable de trouver et de fournir à un éditeur les bonnes données, lui sera capable de réconcilier. Mais effectivement, si tu ne lui donnes pas à ton annonceur, si tu ne lui donnes pas à ton site ID, si tu lui donnes pas, s'il manque une de ces données, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va générer des erreurs de comptage. Hop. On rentre dans les cas. On voulait, pour rendre le truc un peu plus concret, on voulait vous exposer à 2 cas. Du coup, mon poteau Thomas en a un derrière. Et là, c'est celui de Nestlé, finalement. Le premier, en fait, c'est une partie des résultats du premier test qui avait été fait 2022, 2023, je ne sais plus, sur Nestlé, qui fait référence aussi aux 13% qui avaient été évoqués dans l'article chez Minted. Donc là, ce qu'on est capable de voir, c'est qu'en fait, tu peux avoir des variations qui vont être très importantes entre les différentes routes d'accès. D'une période à une autre, parce qu'on a eu l'occasion de refaire plusieurs fois l'exercice, tu vois qu'il y a quand même des grosses améliorations chez certains. Donc ça peut fluctuer d'un jour à l'autre, d'une période à une autre. Donc c'est quand même important d'être capable de pouvoir en continu faire ce genre d'exercice. Genre si tu le fais en mars, tu le fais en juillet, potentiellement, tous les taux vont changer chez tous les SSP. Mais effectivement, le point de cette analyse, c'était aussi de comparer des routes assez peu intermédiaires finalement, parce qu'on comparait des routes directes à des routes, des chemins, c'est vrai qu'il fallait dire chemin, des chemins des intermédiaires. Et c'est vrai que quand tu pars sur des chemins des intermédiaires, tu es un peu moins sujet à ces écarts. Ce n'est pas forcément une réalité absolue, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de toutes les tester, mais sur celles qu'on a fait, effectivement, les taux de matching en termes de volume d'impression, comme les écarts bruts nets, ils étaient bons. En fait, on était plutôt bons. Chez certains SSP, on va l'être aussi, mais bon, encore une fois. Donc, sur cet exercice, 100% des volumes avaient été réconciliés avec l'ensemble des routes chez plusieurs éditeurs. En moyenne, 23% de frais de chaîne qui inclut les filles du SSP, mais aussi l'unknown delta. Et effectivement, sur la route des intermédiaires qui avaient été achetés chez les 3 éditeurs, on était all good. Et un deuxième cas que l'on a fait chez Jellyfish, avec toute la task force SPO qui regroupe à la fois des équipes programmatiques, équipes partenariat, et également data science pour pouvoir multiplier ces exercices de réconciliation, notamment, puisqu'on a fait plusieurs avec plusieurs éditeurs. Et ici, on donne du coup un exemple avec des chiffres. Alors, je pense que les gens au fond de la salle ne doivent pas voir beaucoup les chiffres, mais je vais essayer de le raconter rapidement. Mais c'est des chiffres qui sont des chiffres réels, par contre totalement anonymes. On n'a pas donné le DSP, on n'a pas donné l'annonceur, on n'a pas donné les SSP, ni l'éditeur. Donc au moins, c'est totalement anonyme, mais par contre, ça reste des chiffres réels. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on a un taux de réconciliation des impressions qui est excellent, 89%. On n'est pas loin de la discrepancy quasiment nulle. Et la réconciliation financière est également excellente, puisqu'on a 90,6% de réconciliation financière. Donc le unknown delta, il est concrètement à 1,4%, mais si on se dit qu'il y avait 1% d'impression mal réconciliée, il est presque à 0,4%, à peu de choses près, quoi. Bref, il est quasiment inexistant, magnifique. L'éditeur, après, d'ailleurs, peut appliquer un fee... le fee de CSSP, et donc ça lui donne finalement le working media, la proportion d'investissement qui arrive effectivement chez lui une fois enlever tous les frais de chaîne. Elle est presque 81%, presque 82%. Franchement, c'est assez honorable. Quand on regarde les rapports l'ISBA, on est à 50% des budgets investis par un annonceur qui arrivent chez l'éditeur. Donc là, c'est un peu plus problématique.
Donc là, 80%, c'est un très, très joli taux. On pourrait se dire, bah, tout est merveilleux dans cet exemple-là. Pas si sûr, puisque finalement, ce qu'on a constaté quand même, c'est que on a ici, alors j'ai mis uniquement 5 SSP, mais il y en avait bien plus qui étaient considérés dans l'exercice. Et on a les 3 premiers SSP qui ont des taux de unknown delta qui sont extrêmement faibles et concentrent une très grande partie des investissements, d'où le fait que le taux moyen soit très bon. Mais on a quand même 2 SSP sur lesquels on avait des taux de unknown de 8% et l'autre de 30%. Donc ça veut dire que, et par contre, il y avait très peu de budget sur ces SSP. Alors est-ce que c'était la densité de budget qui faisait qu'il y avait des difficultés de réconciliation? Mais on avait quand même plutôt bien creusé le sujet. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des choses à les creuser, à les comprendre, et que heureusement on avait peu investi sur ces SSP-là, mais que si on avait beaucoup investi de manière majoritaire sur ces SSP, peut-être que l'exercice aurait été un petit peu moins positif en termes de taux de réconciliation. Donc c'est pour ça que c'est toujours extrêmement intéressant de faire ce type d'exercice, et donc de pouvoir comprendre comment on a par SSP un bon taux de réconciliation ou non. Voilà pour ce livrable. Déjà, un grand remerciement à toutes les parties prenantes de ce groupe de travail, parce que l'air de rien, c'est beaucoup de travail depuis plus d'1 an. Là, on a présenté les principales slides. Donc, vous allez pouvoir le télécharger maintenant, ce livrable. Vous en emparez, mais c'est vrai que c'est beaucoup de parties prenantes pour pouvoir délivrer ce type de contenu. On est vraiment ravis de l'avoir présenté et n'hésitez pas à vous en emparer. Vous avez un QR code, vous allez pouvoir le trouver sur le site de l'IAB, sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi. C'est vraiment votre livrable, faites-en bon usage et on est extrêmement preneur de vos retours, de vos feedbacks. Et d'ailleurs, parce que ce que je disais au début, c'est le premier livrable d'une longue série sur des sujets de transparence, de SPO, etc. Donc s'il y a des gens que ça intéresse de rejoindre le groupe de travail pour s'impliquer avec OAI et moi, on sera plus que, et toutes les autres parties prenantes, on sera plus que ravis de compter sur votre présence. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à tous les deux. Évidemment, n'hésitez pas à télécharger ce livre blanc sur le site alliancedigital.org. Et donc, j'ai bien compris, il y aura d'autres livrables dans les prochains mois. Donc, bravo à ce groupe de travail extrêmement actif. Il est temps de passer à la deuxième partie de cette matinée. Et j'invite Insaf Ben Messaoud de Le Bon Coin à me rejoindre sur scène. Insaf, pour un petit mot, on peut l'applaudir. Insaf qui va inviter ses différents participants à la rejoindre sur scène. À tout à l'heure. J'invite du coup tous les participants à me rejoindre. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir déjà dans un premier temps chez Le Bon Coin encore une fois et heureuse de vous accueillir pour cette table ronde dédiée au sujet SPO. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les experts qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur programmatique qui vont pouvoir partager avec nous leur point de vue respectif. Il fonctionne pas bien. Sur le sujet. Oui, c'est mieux. Du coup, vous quatre ici, vous portez tous le sujet SPO au sein de vos organisations respectives. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un chiffre qui représente l'impact du SPO sur la chaîne de valeur programmatique? Sébastien? Je vais commencer. Bonjour à tous. Donc Sébastien Benoît, responsable du produit et de l'innovation chez Publicis Media. Si je devais donner un chiffre, ce serait 20%. Ça correspond au taux de réduction moyen du CPM sur lesquels on applique, sur les campagnes sur lesquelles on applique une stratégie de SPO en moyenne. Là, je parle de productivité, mais bien évidemment, ça va bien au-delà avec, comme OAI et Julien et Thomas l'ont dit, de la productivité du working media, de la réconciliation, etc. Bonjour. Je te laisse te présenter aussi. Oui, bien sûr. Julien, Digital Media Lead chez Nestlé. J'avais plein de chiffres, mais OAI et Thomas les ont tous pris. Donc, du coup, j'avise. Je vais donner le chiffre de 27,5. C'est le taux maximal qu'on a constaté sur nos derniers tests entre ce que nous, on a en working media. Ici, comme ça. C'est effectivement, 27,5%. C'est les discrepancies qu'on a constatées au maximum, évidemment, parce que le taux moyen est plus bas. Mais en fait, c'est ce qu'on perd en working media et c'est potentiellement ce que perd aussi un éditeur concernant sa rétribution.
Bonjour, Sylvain, je suis fondateur d'Upvisor. Et si je dois sortir un chiffre, je proposerais celui de 38%. 38%, c'est le volume de bid request qui arrive qualifié chez les DSP en moyenne, je veux dire hors Google, et donc qui est 38% de l'inventaire qui est envoyé au DSP, qui est exploitable, donc correctement qualifié. On parle d'identification d'audience, contextuelle ou autre. Les DSP, du coup, sont capables uniquement de dépenser sur 38% de cet inventaire. Quand on mixe le tout à l'un des chiffres que Wai a donné tout à l'heure, à savoir qu'il y a un peu plus de 400 routes en moyenne qui sont activées pour présenter un visiteur à une plateforme d'achat, je vous laisse imaginer l'étendue du gâchis. Et Thomas, je travaille chez Média Figaro et moi mon chiffre c'est 20% et donc 20% c'est le nombre de requêtes qu'on est capable d'éliminer directement au départ, donc quand on appelle nos différents SSP, sans impact sur le CA évidemment. Merci. Donc le SPO, finalement, tout le monde en parle. Alors, le sujet a peut-être un petit peu perdu de son élan cette année en 2024. On a l'impression qu'il est parfois difficile de passer à l'action, de mettre en place donc une stratégie SPO. Sébastien, au sein des agences, est-ce que le sujet est moins prioritaire ? Alors, c'est vrai qu'on en parle moins. On parle moins du SPO, mais pourquoi on en arrive là ? Il faut remettre un peu de contexte, je pense. C'est vrai qu'à un moment, le SPO a été un sujet à la mode, un sujet tendance, comme aujourd'hui peut l'être la Connected TV, l'IA. Et avec tous les sujets à la mode, un peu tendance, on peut être tenté de tomber dans le piège de faire du SPO pour faire du SPO. Ce qui est assez dangereux, puisque Thomas et Wai l'ont expliqué, on l'a vu, vous l'avez vu sûrement, c'est compliqué. C'est un sujet technique, même le nom fait peur en soi du SPO. Je pense que juste le traduire, ça simplifierait déjà un peu l'approche. Et il y a beaucoup de pièges, en fait. C'est pour ça, par exemple, sur Publicis, à un moment, je travaillais quasiment tout le temps sur l'implémentation de stratégies SPO sur les différents annonceurs. Pour ne pas tomber dans ces pièges, par exemple, si on veut faire du SPO, si on veut uniquement cibler des inventaires directs, c'est très facile en soi. Dans le DSP, on peut couper tous les resellers. Or, en pensant faire une bonne action. Sauf que derrière, on peut se rendre compte que notre CPM va doubler. Ce qui est assez contre-intuitif, puisqu'on dit que chaque intermédiaire prend un poids, prend un frais. Parfois, faire que du direct, on paye plus cher. Et donc, je pense qu'il faut avoir les talents, enfin les personnes dans ces équipes, les ressources pour pouvoir l'expliquer, ce qui est assez compliqué. Et en plus, on a un sujet de faire du SPO, c'est très bien, mais pour le justifier, il faut pouvoir le mesurer. Et la mesure aussi de l'efficacité du SPO, c'est quelque chose qui est très compliqué, puisqu'il faut que tous les acteurs de la chaîne de valeur soient transparents, transmettent ces chiffres. Et c'est soit très compliqué, soit très chronophage. Donc, il faut avoir des équipes pour le faire. Ensuite, pardon, ouais, c'est la question où j'ai le plus de trucs à dire. On voit aussi qu'il y a un changement dans les structures d'achat. Avant, on faisait beaucoup d'open auction pour capitaliser sur la donnée des annonceurs, la donnée first party, donnée third qu'on retrouvait un peu plus facilement. Aujourd'hui, et qui dit open auction dit Far West aussi. Donc c'est là où il y a le plus de travail à faire et c'est là où, en tant qu'agence, en tant qu'acheteur, on a le plus de marge de manœuvre aussi pour optimiser. Quand on fait du deal, Thomas l'a dit, on peut faire du SPO, mais c'est bien plus compliqué, c'est l'éditeur qui a la main. Et donc, c'est plus compliqué d'en faire aujourd'hui. Et par contre, il faut rester confiant, positif, puisque le SPO a quand même une forte valeur ajoutée, comme on l'a vu avec tous les chiffres qu'on a montrés. Mais il faut le démystifier et le mettre au service de l'annonceur, parce qu'au final, c'est ça le but. Et en fait, peut-être pas en faire tout un sujet, mais l'intégrer dans les outils d'optimisation des équipes trading, sans pour autant voilà, en parler comme un sujet très compliqué technique. Le rendre dans le quotidien, dans les outils des traders. Ok, donc vulgariser le SPO finalement, et pas faire du SPO juste pour faire du SPO, mais plutôt faisant partie d'une stratégie globale. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette analyse ? Est-ce que tu rejoins Sébastien ? Je ne peux que le rejoindre, effectivement. C'est vrai que quand on monte d'un cran et qu'on est du côté annonceur, le SPO, c'est un acronyme barbare, c'est un domaine très technique.
On parle à des équipes marketing en règle générale, donc ça dépend comment sont structurés les différents annonceurs, mais enfin, c'est un sujet qu'on doit essayer de vulgariser au mieux en interne, en y expliquant les bénéfices. Si je me mets à la place d'une équipe marketing, j'aurais tendance à prioriser des sujets que je comprends un peu plus, comme le sustainable media. Il a parlé d'IA, il a parlé de téléconnecté. On peut parler de retail media. Il y a plein de champs des possibles. Mais finalement, le SPO, si on y regarde de plus près, même si c'est un terme barbare, peut permettre de booster tous ces leviers. Si on prend l'exemple de l'attention, par exemple, en gérant un peu mieux ses emplacements publicitaires, on va faire croître notre taux d'attention. Quand on parle de retail media, donc là c'est un peu tiré le trait, mais effectivement sur le off-site, on peut tout à fait avoir des taux de matching beaucoup plus cohérents avec la data shopper qu'on voudrait activer. Et donc c'est tous ces points-là qu'il faut essayer de vulgariser à des équipes marketing qui n'ont pas forcément le langage technique pour le comprendre. Chez Nestlé, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas pour le vendre en interne, parce qu'il faut le vendre, c'est de retourner l'équation et donc de plutôt partir des chiffres, des bénéfices, pour expliquer comment on en est arrivé là et donc détailler le SPO. Évidemment, c'est un sujet qu'on porte, vous l'avez vu dans les études, etc., mais on y croit beaucoup. On espère que beaucoup d'annonceurs vont s'y mettre, vont être portés par leur agence, parce que les agences sont également primordiales dans cette évangélisation, dans le sens où sans les agences, les marketeurs ne seront jamais formés à ce type de sujet. Et donc on y croit et on veut vraiment pousser ça pour essayer de glorifier et de remettre à sa juste position l'open web et donc de soutenir aussi les éditeurs français. Moi, si je peux ajouter du coup un mot sur ce que j'entends par SPO en tout cas, si je décompose l'acronyme, on parle d'optimisation de chemin, d'optimisation de route, d'optimisation d'usage de canaux pour l'achat d'inventaire par l'annonceur. Cette optimisation, en tout cas, pour moi, je reviens au chiffre que je sortais tout à l'heure. Quand on voit le nombre de chemins, ce serait peut-être de s'assurer, après identification, au-delà des analyses, des mesures qui ont été faites, de prendre les bons chemins, peut-être les plus courts. C'est mieux quand on sait aujourd'hui, avec sur l'ensemble de la duplication de route dont on parlait tout à l'heure, et les problématiques de qualification, des requêtes vont passer parfois par 3, 4, 5 rebonds serveurs. Thomas parlait tout à l'heure de SSP qui appellent des SSP. Malheureusement, oui, c'est une réalité, il y en a beaucoup. Et quand on sait que sur chaque rebond serveur, c'est 30 à 40% de déperdition de qualification qui sautent, on comprend mieux pourquoi il n'y a que 38% de requêtes qui arrivent qualifiées. Moi, en tout cas, c'est le travail qu'il y a à faire en tant qu'adtech, qui accompagne davantage les éditeurs sur la partie sell-side, c'est de pouvoir leur apporter les outils, les moyens de faire diminuer ce genre de chiffres et de privilégier la mise à disposition de l'inventaire sur des routes qui soient les plus courtes possibles. Merci Sylvain. Justement, Thomas, en tant qu'éditeur, comment on fait pour trouver l'équation parfaite entre optimisation des chemins d'achat et préservation des revenus? C'est un travail assez long. Déjà, il faut bien reprendre en main l'intégralité des partenaires qu'on a branchés sur nos sites. On a eu une petite tendance au début à faire un peu d'empilement. Donc là, il faut plutôt partir sur une volonté de choisir en fonction des qualités de chacun des SSP, des partenaires avec lesquels on travaille. Ça, c'est déjà une première façon de faire. Ça va de pair effectivement avec le nettoyage des ads.txt qui nous a bien pris du temps, pas mal d'éditeurs ces derniers mois. Il y a eu aussi un petit peu la hype de la réduction de l'empreinte carbone, le fameux scope 3 des régies. Et donc le SPO pouvait s'intégrer un petit peu là-dedans, où via la réduction des nombres de requêtes publicitaires inutiles, on pouvait effectivement réduire cette empreinte carbone. Donc là, on s'est doté on a utilisé notre partenaire Advisor qui nous a proposé un outil qui peut le faire automatiquement et qui permet de mesurer en fait toutes les requêtes qui n'ont zéro chance d'aboutir, soit même à une réponse, soit même à une impression. Enfin voilà, vraiment éliminer totalement ce waste et ce gâchis de requêtes inutiles pour la page, pour l'utilisateur, pour tout un tas de bénéfices. Et donc ça, on continue, on essaie de le faire au continu. Donc, on le fait en continu. C'est fait à
à chaque appel publicitaire. Et donc, c'est un peu les leviers qu'on utilise à notre niveau. Sylvain, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les technologies qui permettent de faciliter la gestion de la transparence et du SPO? Sur tout ce qui est transparence, moi en tout cas, effectivement, le SPO, j'ai envie de l'associer à une recherche de transparence. Chez Advisor, et même depuis la création de la société, au-delà de l'accompagnement éditeur qu'on peut mettre en place, la gestion de l'orchestration de la demande, la bonne mise en compétition, rendre l'ensemble profitable pour l'éditeur, ce qu'on veut rechercher, c'est aussi pour la transparence, la mise à disposition de routes contrôlables et lisibles. On a ouvert il y a 4 ans une route directe avec un premier DSP, à savoir The Trade Desk, où pour la première fois, ça n'a jamais été le cas avant en tout cas, on envoyait, et on envoie toujours, des bid requests directement depuis le device utilisateur, vos téléphones, vos laptops, directement à The Trade Desk, au endpoint de bidding de The Trade Desk, donc sans passer par un quelconque intermédiaire, sans passer par un SSP, des resellers ou autre. Le but n'est pas de dire que c'est la seule façon de faire. Les SSP ou les différents acteurs ont toute leur valeur ajoutée à apporter. Ici, c'est proposer une alternative, surtout pour la partie transparence et la lisibilité. On a fait beaucoup de cases. J'ai démarré ce travail avec Wai quand il était chez Publicis. Il nous a rejoint ensuite, il a évangélisé le sujet pendant 3 ans. Il a essayé de poursuivre chez GroupM. Et dans tous les cases qu'on a pu faire, en tout cas, avant de sortir des comparaisons avec d'autres plateformes, ce qu'il y a de sûr, c'est que sur cette route sans intermédiaire et sans rebond serveur, 98%, 99% des requêtes arrivent chez TTD qualifiées. Et la mesure de réconciliation financière, elle est parfaite également. C'est à 100 qui sort de la poche de l'annonceur, en tout cas qui sort du DSP qui a été mis par l'annonceur, et c'est 100 qui rentre également chez l'éditeur. On a évidemment facturé nos services, mais a posteriori en dehors de la chaîne et de façon assez neutre. Il y avait un autre point qu'on avait abordé pendant la préparation de cette table ronde, c'était la mesurabilité donc continue pour susciter finalement l'intérêt pour les annonceurs, mais aussi au sein des agences. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Effectivement, ça a été abordé dans les questions qui ont été faites, ou ce que Wai et Thomas ont expliqué. Tous ici, en tout cas, qui semblent penchés sur le sujet, on parle d'un travail qui est fastidieux. Quand on fait un audit, quand on fait un case et qu'on doit rassembler, faire intervenir tous les intervenants de la chaîne, faire partager les chiffres pour en sortir du coup un résultat ponctuel, on arrive à en sortir du coup la même chose, qu'il y a des déperditions qui sont assez énormes, qu'on arrive à peu près à fixer sur différents maillons, mais ça reste quelque chose de ponctuel. Ce qui manque très probablement du coup au marché pour avoir une vraie lecture, un vrai contrôle financier, une vraie transparence, c'est un produit, un outil qui va proposer, qui va automatiser cette réconciliation de façon quotidienne. Cet outil, il est peut-être en préparation. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens investis sur le sujet et on espère pouvoir en parler dans peu de temps. Merci Sylvain. Donc si on a une vision un peu macro de l'ensemble des leviers digitaux, est-ce que finalement le SPO pourrait pas un peu venir redorer le blason du programmatique face au gré à gré qui grignote de plus en plus de parts de marché, face aussi au search mais aussi au social? Allez. J'en parlais tout à l'heure. Hein, c'est clair que nous, on travaille beaucoup sur la vidéo. On ne va pas se leurrer. Il y a des walled gardens qui ont des très bonnes performances en vidéo et on ne s'en privera pas. Cependant, on est persuadé qu'effectivement, l'open web a sa carte à jouer et est très complémentaire de ces plateformes. Déjà, qui peut se targuer d'avoir un reach aussi large que l'open web? Pas grand monde, a priori. C'est juste que je pense comme on l'a cité, hein, il faut le travailler. Il faut qu'on ait beaucoup plus de transparence par rapport à ce qu'on
peut avoir aujourd'hui et ce qu'on a pu avoir. Et c'est cet enjeu de transparence qui va nous permettre d'aller un cran plus loin. On l'a testé pendant nos tests. Alors après, je vais quand même avoir une note d'optimisme sur le sujet. C'est qu'on a fait des premiers tests où uniquement les éditeurs et le DSP étaient intégrés. On est allé un cran plus loin et on a vu la bonne volonté des différents SSP de s'intégrer à ces tests, qui nous mettent à disposition des données brutes pour qu'on puisse justement traiter toute la chaîne programmatique. Donc ça, c'est une vraie avancée. Il y a peut-être des projets en cours, Sylvain en parlait tout à l'heure. On verra, je ne suis pas au courant. Et donc non, effectivement, je suis persuadé qu'on peut redorer le blason de l'open web au sens large. Après, comme dirait saint Thomas allemand, n'est optimisable que ce qui n'est mesurable. Sébastien, tu veux dire un mot là-dessus? Bon, c'est bizarre de dire ça à une conférence sur l'SPO, mais il ne faut pas non plus tout regarder sous le prisme du SPO. Il y a bien d'autres leviers qui redorent le blason du programmatique. On peut parler des sujets de custom bidding, toutes les nouvelles mesures d'attention, les nouveaux devices et même au final les optimisations standards. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la question est assez compliquée, puisque au final, pourquoi est-ce qu'on fait du SPO? C'est pour répondre à un problème qui existe. Il y a des bid requests qui existent qui sont dédupliqués. Ce problème, il n'existe pas quand on fait du gré à gré. En gré à gré, tout est géré directement par l'éditeur. Donc là, en fait, on peut dire oui, le SPO c'est très bien, mais sauf que c'est la solution à un problème qui est créé par le programmatique, donc qui n'existe pas en gré à gré. Ensuite, c'est vrai que le SPO aussi, c'est avoir le choix. Ce choix, aujourd'hui, par exemple, si on passe par PMax, qui commence à investir les environnements display, on n'a pas ce choix, on n'a pas cette transparence. Donc là, oui, clairement, il y a une valeur ajoutée qui va redorer le blason du programmatique. Mais encore, pour moi, l'objectif client arrive en premier. Et si PMax, bon, je ne veux pas faire leur publicité, mais si ça nous permet d'atteindre cet objectif, ainsi soit-il aussi. Il n'y a pas de noir ou blanc. Voilà. Donc le SPO quand il est nécessaire. Julien, j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Je veux juste compléter sur un point. Oui, PMax, c'est bien. Effectivement, ça répondra peut-être à des performances médias ou business, si on va un cran plus loin. Mais je suis pas sûr que ça réponde aux problèmes d'éthique qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des éditeurs français ou de la planète. Mais bon, c'est juste pour... Je suis d'accord. Très bien. Donc pour finir, tout simplement, quel est l'avenir du SPO? Personne n'ose répondre à la question. L'avenir du SPO, il est, on en a parlé aussi, il est associé, il est trop lié à d'autres sujets en tout cas qui sont poussés, des valeurs aussi simplement, la partie sustainable. Je reviens sur l'usage de routes courtes, nécessairement, effectivement, plus on optimise, on nettoie cette partie-là, plus le comportement, aussi bien pour les éditeurs que pour les annonceurs, sera sustainable. La question d'éthique a été abordée également par le biais de la transparence. Il y a beaucoup d'attentes auprès des deux extrémités de la chaîne. Les annonceurs comme les éditeurs veulent une transparence, une capacité de contrôle et de monitoring financier, et une vision éthique de la chose. L'annonceur va rechercher toujours de la cost efficiency, une capacité de contrôler, parce que ça l'intéresse quand même de savoir où passe son argent, quel est le niveau de rétribution, le taux de rétribution d'un éditeur. Et l'éditeur, évidemment, lui espère légitimement la meilleure valorisation possible pour son inventaire. Ce besoin-là, pour moi, il ne va pas disparaître. Chacun s'est investi dans le passé sur différents sujets, sur des labels principalement, parce que c'est des sujets compliqués pour tracer. La traçabilité, c'est ce qui n'a pas pu faire éclore ou imposer genre de label. Je pense au Digital Ad Trust. Je peux parler d'échec pour tout ça. Mais bon, il manque quelque chose. Ça répond pas pour moi aux besoins. Donc la volonté, le besoin de transparence et de contrôle, de lecture financière est là. Le SPO, pour moi, va trouver
la bonne forme concrète pour aborder le marché. Si, oui, je peux. Pour essayer de prédire l'avenir, c'est bien de regarder aussi ce qui a été fait dans le passé. On voit que le SPO, c'est quoi? C'est désintermédier la chaîne de valeur. Ça veut donc dire qu'il y a des intermédiaires. Ces intermédiaires, ils vont là où sont les investissements, là où il y a de l'argent, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de CTV. Et donc, on peut s'attendre à ce que le marché de la CTV voit apparaître aussi des intermédiaires. Je ne dis pas que ces intermédiaires sont tous mauvais ou bons. Il faut juste en être conscient et bien se poser la question de est-ce qu'on a besoin de cette valeur ajoutée apportée par l'intermédiaire. Ensuite, il y a le sujet carbone qui, pour moi, va relancer, donner une nouvelle dynamique au SPO. Parce que, in fine, le SPO, ça touche complètement le carbone. Quand on cherche à diminuer les émissions carbone, en fait, on cherche à acheter sur des inventaires qui appellent le moins de serveurs possible, qui polluent moins. Et donc ça va lancer toute une nouvelle dynamique qui, en plus, à mon avis, est plus facilement mesurable dans le sens où, pour des émissions carbone, on va juste facile à dire, mais regarder le nombre de connexions d'appels serveurs qu'il y a sans pour autant prendre en compte la notion de finance, qui, elle, est beaucoup plus sensible et beaucoup moins partageable. Donc, plus facile. Et ensuite, pour être plus terre à terre, on a hâte de voir les nouvelles solutions qui vont être développées pour mieux mesurer. Amazon qui développe APS, Advisor, TTD avec ses OpenPath. Aussi les Blue List qui permettent de créer un Open Auction customisé par agence. Ça va être assez intéressant à suivre. Et voilà. Julien, côté annonceur, déjà, on espère qu'il y aura plus d'annonceurs qui vont investir le sujet. Aussi. Oui, tout à fait. Oui, on l'espère pour le bien de notre écosystème. Mais je pense qu'il y a un terme qu'on n'a pas employé et qui me paraît assez logique à placer là tout de suite sur le SPO, c'est cercle vertueux. On voit que tous les maillons de la chaîne autour de la table, on est plutôt raccord sur le sujet. On sait que les éditeurs attendent un volume aussi. Nous, annonceurs, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de forcer ces chemins directs, évidemment, puisque déjà en termes de performance, en termes de tout, presque, c'est beaucoup plus bénéfique. Mais effectivement, je pense que le cercle vertueux prend son sens ici, dans le sens où nous, annonceurs, demain, si on arrive à s'embarquer sur des sujets comme ça, effectivement, ça va faciliter les autres acteurs de la chaîne et le cercle vertueux prendra forme. Très bien. Sur ces belles paroles, merci à tous. Merci. Merci Insaf, merci à tes 4 speakers pour cette table ronde absolument passionnante sur la transparence de la chaîne publicitaire programmatique. Cette matinée touche à sa fin. Vous allez pouvoir poser vos questions tout à l'heure autour d'un café aux différents speakers. Je vous rappelle évidemment ce livre blanc sur la réconciliation financière en programmatique que vous pouvez télécharger en flashant ce QR code ou en vous rendant sur le site Alliance Digitale. On se donne rendez-vous donc dans une semaine, même lieu, même endroit, pour un petit déjeuner sur le business messaging. Et vous l'avez compris, dans quelques semaines également, une autre table ronde autour des sujets de la CTV. Évidemment, début décembre, rendez-vous au forum. Merci à toutes et à tous. Thomas veut rajouter un dernier point. Déjà, merci pour votre attention sur ce sujet qui pourrait être aride et on a essayé de le rendre le plus vivant possible. Et vous aviez un panel des meilleurs speakers du sujet. Et je voulais quand même aussi remercier quelqu'un qui est là à tous les groupes de travail, qui fait tous les comptes rendus, qui est toujours là jusqu'à tard quand finit les presse, un peu à la bourre pour aujourd'hui. C'est Louise qui nous accompagne au sein de l'Alliance Digitale et fait un énorme travail. Merci à elle. Bravo Louise, et bravo évidemment à tous les permanents de l'Alliance Digitale. Et puis aussi un grand merci évidemment à Le Bon Coin qui nous a accueillis ce matin. Bonne fin de matinée à toutes et à tous.